Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on vous parle d'un sujet en se disant qu'on allait vous parler un petit peu d'actualité. On va vous parler de Arcane saison 1, puisque la saison 2 de Arcane va sortir le 9 novembre prochain. L'idée, c'était vraiment de vous faire un petit peu le résumé de la saison 1, sans trop de spoilers, parce que sinon, voilà. Et puis de vous parler un petit peu du studio, de la façon dont c'est développé, et ce qu'on pourrait attendre de la saison 2, et également de ce qu'on a retenu un petit peu de la saison 1. Voilà, bah écoutez, si c'est bon pour vous, si c'est bon pour toi, Julien, on va y aller. Bon, on va juste rappeler à nos amis auditeurs, parce que bon, ils ont un peu l'habitude, mais on va le faire, que nous ne sommes pas des professionnels, hein, nous ne sommes pas des scénaristes, nous ne sommes pas des psychologues, etc. Également, nous ne sommes pas des joueurs de LoL, donc l'univers dont est tirée la série, donc nous n'avons aucun parti pris, nous donnons simplement nos ressentis, nos avis et nos spéculations prochaines sur peut-être la saison 2. Bon, à part ça, j'ai fini, Max. Et bah c'est parti, générique. On va commencer par, non pas le commencement de la série et par vous faire le résumé, on va vous parler simplement de comment ça s'était fait en fait, Arcane saison 1. Notamment donc du studio Fortiche, le studio français qui a réalisé, la série. Comme indiqué, le studio Fortiche est un studio d'animation français, cocorico, fondé à Paris en 2009, donc 15 ans d'existence, c'est plutôt pas mal. Mais ils ne sont pas qu'à Paris, ils sont également à Montpellier et Las Palmas, en Espagne. Les fondateurs sont Jérôme Combe, Pascal Charrue et Arnaud Delort, donc ça c'est pour ceux qui veulent retenir des noms. Et les fondateurs dirigent toujours le studio à l'heure actuelle. Ils ont également fait un des premiers clips de League of Legends, qui a eu un peu de succès et qui a permis aussi une meilleure notoriété du jeu, qui est Get Jinxed. Ce qui est marrant, c'est que du coup, ils ont fait un premier clip sur Jinx et la série tourne principalement autour de ce personnage. Ils n'ont pas fait que ça. Ils ont fait entre autres également une mini-série pour Marvel, Rocket and Groot, et ils ont participé à un docu-fiction, Le Dernier Gaulois, donc un docu français, hein, voilà, qui parle des Vercingétorix, hein, voilà. Ça, c'est pour parler du studio Fortiche, mais ce n'est pas le studio qui est à l'origine de la création d'Arcane. En fait, celui qui est à l'origine, c'est Christian Link. Christian Link, c'est le creative director de Riot Games, donc la boîte qui fait LoL. Et en 2017, Monsieur Link voulait déjà lancer Arcane. À l'écriture, il avait Alexis avec lui, donc c'est un collaborateur qu'il avait depuis un petit moment et avec qui il avait toute sa confiance. Et Christian Link, justement, il avait déjà créé le clip Get Jinxed. C'est lui qui en était à l'origine et qui d'ailleurs en avait fait la musique. Comme Riot avait confiance en lui, vu qu'à chaque fois qu'il avait proposé un de ses projets, ça a cartonné, eh bien Riot, ils ont dit, oui, vas-y, écris une première version et puis fais un premier épisode. Pour nos chers auditeurs, justement, c'est souvent comme ça que se passe la création de séries, alors qu'elles soient animées ou non, hein. En fait, on fait d'abord ce qu'on appelle une bible, on crée le premier épisode, le pilote, le fameux pilote dont on parle, et on réalise le premier épisode. Pourquoi ? C'est pour voir un peu à quoi ça va ressembler, l'ambiance, etc. Ça permet de faire un premier test, mais dans l'animation, ça se passe aussi. L'idée, finalement, c'est un peu de tester ce premier épisode, c'est ça? Exactement, en fait, c'est de voir. C'est parce que, en fait, si vous voulez, quand vous avez que le papier de ce que va être la série, c'est un peu flou, en fait. Vous voyez pas. Si par exemple vous parlez de, je sais pas, de magnifiques paysages ou de vaisseaux spatiaux, faut aussi voir à quoi ça va ressembler littéralement à l'image. Donc c'est pour ça que souvent on fait un premier épisode en termes de réalisation. Et Monsieur Ling, qui était à l'origine du clip de Genjinx, il a eu en tête le studio Fortiche, celui qui avait fait ce clip et qui avait déjà une identité assez marquée, hein. Si vous regardez sur YouTube, c'était déjà une identité assez proche et assez unique. Sauf que le studio à l'époque, ils étaient 5. Les 3 fondateurs et 2 animateurs. Bon, vous imaginez bien que Monsieur Link, il est arrivé, il a fait, bon, là, il me faudra un épisode de 40 minutes, alors qu'il faisait que des bandes annonces de 4 à 5 minutes. Et ils ont fait, vous êtes sympa, Monsieur Link, mais en fait, on n'est pas assez, quoi. Donc, c'est pas grave, hein, nous, on veut bien le faire, mais on va chercher des gens, on va les recruter, on va les former. Et le studio, il passe de 5 à 100 personnes pour pouvoir produire ce premier épisode. Cet épisode, ça va prendre du temps. Dans l'animation, contrairement au cinéma, vous pouvez sortir un premier épisode de série assez rapidement, hein. Vous avez les acteurs, vous avez déjà un studio, vous avez les caméras, ça peut aller vite. Et du coup, mon cher Max, à ton avis, combien de temps ça leur a pris pour créer ce premier épisode au studio Fortiche ? Alors, une petite estimation, hein, si le pilote est bien le premier épisode de la série,
Sachant que bon, ça a été créé en 2021, c'est ça, Arcane saison 1, on n'était pas encore sur les dernières technologies de l'animation. Moi, je dirais que ça a dû prendre facilement 2-3 mois pour 40 minutes. Eh bien, sache que malheureusement, tu n'es pas assez généreux puisqu'ils ont mis 10 mois Vache. à faire le premier épisode. Ah oui, 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 alors Studio Fortige, voilà. Alors, faut remettre dans le contexte, le Studio Fortige, déjà de base, c'est pas les plus rapides de l'industrie, hein. Je ressortirai une autre stat plus tard pour voir à quel point ils sont lents, mais lents de la bonne manière. En fait, ils sont lents pour la qualité. Et surtout, bah, ils venaient de passer de 5 à 100 personnes. Donc bon, faut la lancer la machine à 100 personnes en fait, hein. Quand c'est la Hmm. première fois que ça vous arrive, vous n'êtes pas forcément le plus efficace. Bah, surtout que c'est surtout qu'à l'époque, excuse-moi hein, c'est juste Non, vas-y, vas-y. surtout qu'à l'époque, il me semble que c'était le début du ray tracing, etc., et de technologies qui finalement arrivaient aussi dans l'animation, donc plutôt compliqué aussi d'intégrer des technologies dans la façon de faire du studio finalement. Alors exactement, surtout que, je vais pas trop digresser non plus, mais le studio a des techniques un peu uniques à lui. Il mélange de la 2D et de la 3D, un peu comme Disney, mais pas de la même manière. Et eux, pour le coup, ils n'utilisent pas... en fait, ce que j'ai appris, ce qui était fou dans le making-of, c'est que le studio Fortiche, ils font tout à la main. La lumière est à la main, y a aucun algorithme qui fait de lui-même de base, qui utilise de ray tracing, comme par exemple dans l'animation de jeux vidéo, par exemple, où justement, on les utilise plutôt des algos. Ok. Et c'est pour ça que c'était aussi long à faire. Bref, ils ont quand même mis 10 mois à faire ce premier épisode, donc c'était déjà pas évident. Comme dans toute bonne histoire, on va dire, dans un sens, c'est que, alors je vous laisse imaginer, hein, le Christian Link, ça fait 2-3 ans qu'il se bat. Il a écrit toute la série avec son producteur. Il se bat pour avoir le studio, pour que les studios ils aient déjà les sous pour engager les animateurs, pour qu'ils fassent un premier épisode. Et Riot, ils ont un peu de mal à lâcher les sous parce que forcément, c'est le premier gros truc à faire, quoi. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'argent pour un truc qui va peut-être même pas être réalisé, enfin même pas produit. Et là, en fait, après ce premier épisode, les producteurs de Riot, hein, qui financent majoritairement et qui donnent l'accord de la série, bah, en fait, ils veulent annuler la production parce que c'est pas bon, en fait. C'est-à-dire, le premier épisode était beau, mais l'histoire était pas bonne. C'est-à-dire que la partie histoire, la partie que Monsieur Link et Monsieur Yi avaient fait, n'était pas bonne. Ça n'allait pas. Comment Arcane, en fait, a été littéralement fait? En fait, si vous voulez, Riot Games, la boîte qui s'occupe de LoL, donc la boîte de jeux vidéo, ils font l'écriture et la production. Donc production, en gros, ce sont eux qui vont gérer les moyens alloués, la logistique, les échanges entre les scénaristes, réalisateurs, etc. Et Fortiche, eux, ils vont faire la partie réalisation animation. C'est-à-dire qu'eux, en fait, ils reçoivent le script et là, ils vont dire, OK, on le fait comme ça. C'est-à-dire, là, je sais pas, Jinx tire sur quelqu'un, et bah, c'est eux qui choisissent l'angle de la caméra, comment elle va être animée, quelle couleur, quelle lumière. Donc, c'est pas du tout les mêmes boulots. Sauf que si la production dit on le fait pas, bah en fait il n'y a rien. Parce que forcément, ce sont eux qui ont les moyens et qui donnent leur avis. Attention, chers auditeurs, les producteurs ne sont pas tous malfaisants. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup qui le sont. Le producteur, c'est aussi quelqu'un qui a un regard plus neutre. Parce que quand vous laissez un créatif aller à fond dans ses idées, bah, il a des bonnes et des mauvaises idées. Le producteur, il est un peu plus là pour dire bon, ça c'est bien, garde-le, mais bon, ça c'est un peu de la merde. Enfin, c'est pas comme ça, mais voilà. Et surtout, le producteur, il veut un minimum que ça marche. Il y a des producteurs qui peuvent dire bon, vas-y, c'est pas grave si ça marche pas. On en viendra après sur combien Riot a lâché de sous. C'est un peu le garde-fou finalement, le producteur. C'est ça, le producteur, c'est aussi un garde-fou. C'est pas quelqu'un qui brise les rêves des créatifs. Il y en a, attention. Mais c'est aussi, voilà, c'est quelqu'un de plus neutre, plus réservé, qui a une vision plus d'ensemble et qui surtout, les producteurs, souvent, bah, ils ont l'habitude de voir des scripts et toute la manière que ça se crée. Donc, c'est pour ça ils sont bien aussi. Donc, Christian Link, je vous rappelle, là, il est au ras des pâquerettes. Il vient de se voir son projet qui tient bout de bras depuis 2-3 ans. C'est non. Donc, il fait OK. Et surtout, là, il vient de se rendre compte que il a demandé à un studio de passer de 5 à 100 personnes avec la masse salariale que ça demande, hein. Et là, il va leur dire, bah les gars, on peut pas. C'est-à-dire, tous ceux que vous avez embauchés, bah, vous pouvez les virer. Je peux pas vous dire que ça va continuer. Et là, Christian Link, si vous voulez, c'est un être humain comme nous tous, bah, il culpabilise un petit peu. Il se dit, c'est un petit peu de ma faute quand même. J'ai un peu chié dans la colle et là, plein de gens se retrouvent au chômage à cause de moi. Donc le Christian Link, au début, il déprime un peu, mais il se dit, vas-y, j'ai une bonne idée. Il va voir la section e-sport. Et pour nos chers auditeurs qui ne le savent peut-être pas, sachez que LoL, c'est littéralement le jeu vidéo d'e-sport le plus populaire, number one du monde. Il y a littéralement des millions de personnes qui suivent les compétitions chaque année. Les sportifs gagnent littéralement des millions de dollars.
par leur renommée et par leur prix. Disons qu'il y a une certaine attente. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde international qui attendent aussi de cette série. Mais Christian Link, donc, il se démonte pas, il va voir la section sport, je lui dis, bon, est-ce que vous auriez pas un petit truc quand même pour Fortiche? Parce que ils viennent de passer à 500 personnes, là, ils peuvent faire des trucs bien. L'e-sport fait, écoutez, ça tombe bien, on a les Worlds en 2018 à l'époque, parce que oui, on était en 2017, hein, ça remontait un peu, hein, la production, elle était bien, bien longtemps. Et ils font, bah écoutez, ça tombe bien, on a besoin d'un nouveau clip pour les Worlds 2018. En gros, imaginez la Champions League qui a besoin de faire son prochain clip promotionnel pour la compétition qui arrive, quoi. Fortiche réalise le clip Rise pour les Worlds 2018, qui est le clip qui a le mieux marché et qui d'ailleurs j'ai regardé est encore la vidéo la plus vue de la chaîne. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Ouais, pas étonnant, hein. Autant la musique est dantesque que le clip. Et donc maintenant, mon cher Max, à ton avis, il y a eu combien de vues actuellement? Alors j'ai regardé il y a une semaine, donc les vues ont peut-être un peu monté, mais on est sur une échelle de grandeur. Allez, une dizaine de millions, de vues. Ah, quoique la scène e-sport est quand même vachement plus large, on peut peut-être même augmenter à 100 millions de vues, un truc comme ça. 380 millions de vues. 380. En 380 fait, millions de vues. Ouais, ça en les fait un millions de sacré vues que paquet. tu viens de me sortir, c'est donc je crois que c'était 52 millions de vues que j'ai regardé hier. C'est le dernier clip pour les Worlds 2024, qui est sorti il y a 2 semaines. Nous allons quand même revenir au studio Fortiche. Donc, ils ont fait Worlds, qui a bien marché, qui a bien cartonné le clip Rise. Ils ont fait d'autres clips, hein. Ils ont fait des clips encore pour LoL, comme Echo Seconds Warriors. Warriors, qui est aussi qui est assez connu, qui est la première fois qu'on a vu le groupe Imagine Dragons faire la musique des Worlds. On en revient quand même à cette réalisation. Christian Link ne se décourage pas. Il engage d'autres scénaristes avec lui, notamment Amanda Overton et Ash Brannon. Alors Ash Brannon, pour les cinéphiles, c'est un des réalisateurs de Toy Story 2. Et Amanda Overton, qui est un peu plus connue dans le milieu de l'écriture, qui n'est pas connue pour avoir réalisé des choses, elle a écrit le 5e épisode et elle a écrit les dernières lignes de Jinx à vie, d'ailleurs. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, cette ligne, c'est littéralement: je croyais que peut-être tu pourrais m'aimer comme quand j'étais petite, même si je suis différente. Mais toi aussi, tu as changé. Alors trinquons à cette nouvelle réalité. Par contre, la dernière phrase a été un peu mal traduite. C'est plus Here's to the new us, qui veut dire vive nous les nouvelles nous. D'ailleurs, anecdote, le saviez-vous? Oui, c'est la première, après je ne sais plus combien d'enregistrements, de minutes d'enregistrement. La doubleuse en anglais qui fait Jinx dans la série, c'est l'actrice principale de la série Fallout. C'est la même personne, donc si jamais vous l'écoutez en anglais, on ne serait pas étonné d'entendre la même voix. Au niveau de la réalisation en elle-même, les 3 réalisateurs d'Arcane, qui sont les 3 fondateurs du studio Fortige, donc pour ceux qui sont bons dans les prénoms, qui ont de mémoire, c'est toujours Jérôme Combe, Pascal Charrue et Arnaud Delors, et bien ils apparaissent dans la série. Pas longtemps, hein, ils se sont mis eux-mêmes sur un dirigeable, et c'est 3 hommes qui boivent et qui disent bonne fête du progrès. Voilà, donc c'est rigolo. On en connaissait un autre qui, dans les Marvel, faisait son Et apparition. effectivement, il y en a un qui met bien limite se mettre même carrément en chauffeur d'Iron Man, hein, voilà, pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'était lui qui a aussi fait plein d'autres, qui a réalisé plein d'autres choses. Petit clin d'œil à lui pour le coup. Exactement. Et pour finir de parler de la réalisation d'eux-mêmes, on va vous sortir 2 chiffres qui sont un peu impressionnants. Le premier chiffre, alors je le prends à mon ami Max, mais le budget pour Arcane 1, au final, il est estimé, hein, on n'a pas de chiffre précis forcément, mais il est estimé entre 60 et 80 millions d'après Le Figaro. C'est une des séries d'animation les plus chères du monde. Il faut savoir que le budget moyen, c'est entre 7 et 10 millions, hein. On est quand même sur un bon x10 à x6. Et pour vous dire, en termes de réalisation, combien de temps ça a pris Arcane? Il faut savoir que dans l'animation, un peu comme dans le cinéma, on a ce qu'on appelle des ratios de production d'images. En gros, hein, pour imaginer, je ne sais pas, un film prend 1 an, prenez cette année, vous mettez tout, production, acteurs, montage, tout ce que vous voulez, et après on vous dit, bon, chaque jour, il faut sortir tant de minutes de métrage. Dans l'animation, souvent, on est entre 6 et 7 secondes d'animation pure. C'est voilà, c'est la moyenne à peu près des studios mondiaux, aussi bien japonais que français, que américains, que ce que vous voulez. Eh bien, Fortiche, ils étaient à moins d'1 seconde d'animation par jour. Ils étaient entre 0,8 et 1 seconde par jour. En fait, ils sont pas lents, c'est juste qu'ils ont un tel savoir-faire et des telles techniques que ça ralentit beaucoup, beaucoup, beaucoup l'animation, mais pour une qualité, pour le coup, qui a été inégalable. Et ça, c'est Max qui va vous en parler. La qualité de la série, elle n'est pas qu'au niveau du script.
Ouais, bah, effectivement, hein, de toute façon, ça s'est vu assez rapidement, hein. La série qui remporte 9 Annie Awards à sa sortie. Donc, c'est les Annie Awards, c'est les récompenses américaines pour les films d'animation. Et puis, en fait, on voit aussi dans le script qu'il y a aussi une liberté qui a été prise. Moi, j'ai été chercher un petit peu dans l'univers de LoL, même si vraiment ça a été très parcellaire, parce que c'est un univers qui est très très vaste. On a des cartes interactives qui existent de l'univers je te montrerai ça, c'est incroyable. De Mhm. l'ensemble de l'univers en fait de LoL, chaque personnage qui a un lore qui est assez fort, mais pas sur le site qu'on connaît tous de League of Legends en fait. C'est un autre site qui a été créé par Riot. Et pour le coup, là, je me suis un petit peu intéressé à aller chercher l'histoire de Vi, de Vi et Jinx. Et étonnamment, je suis pas tombé sur le même scénario que Arcane saison 1. C'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, il y a quand même des petites choses qui sont un peu différentes. Alors, évidemment, comme je maîtrise pas trop cet aspect-là du vrai lore de League of Legends, je vais raconter ce que moi j'ai vu comme similitudes, notamment sur la partie ville. Voilà, l'organisation de la ville. Pour ceux qui connaissent un petit peu Arcane saison 1, on est sur la haute ville, Piltover, qui du coup s'oppose à la basse ville, qui du coup se nomme Zone, qui est les bas-fonds en fait. On a vraiment deux archétypes de ville. On a la haute ville, les commerçants, les artisans sont très riches, etc. On a un côté très privilégié d'un côté. Et de l'autre côté, on a en fait les bas-fonds, où en fait c'est la criminalité qui règne avec la pègre, etc., etc. Et en fait, ce cadre-là, il a été vachement bien repris dans la série, avec cette haute ville de privilégiés, avec la science, etc., l'émergence de la science. Et dans les bas-fonds, c'est un peu tout ce qui se fait de trouble. C'est-à-dire que même s'il y a effectivement le côté scientifique, bon, on est beaucoup plus sur des mecs sous stéroïdes, voilà, de la grosse criminalité finalement. Donc, ça a été bien rendu. On est sur le suivi de l'histoire de Vi et de Powder, qui sont en fait deux enfants qui, orphelines à l'origine, qui vont se retrouver en fait dans les bas-fonds et qui vont mener des vies de criminels. Sauf que concrètement, en fait, à l'occasion d'un cambriolage dans la haute ville, il y a quelque chose qui va mal se passer et ça va mettre des tensions entre Piltover et Zone. C'est des tensions que l'histoire ne nous cache pas que ça s'est déjà produit par le passé et que ça s'est très mal passé la première fois. Je vais revenir un petit peu sur tout ça, sur ce contexte-là, un peu par la suite. Ce qui est important, c'est de voir que, en gros, pendant ce cambriolage, elle attrape, entre guillemets, Elle ouais, découvre en fait. elle découvre en fait une technologie qui est déjà pas au point à ce moment-là et qui a été créée par un scientifique qui s'appelle Jace, qui va prendre en fait en ampleur tout au long de la série. Cette technologie-là, elle n'était pas censée exister. À un moment donné, bah forcément, ça va exploser. Ça va exploser pour plein de raisons différentes, y compris l'influence de la pègre. Une ellipse narrative plus tard, on voit qu'en fait les deux villes se sont développées, mais d'une manière très étrange. C'est-à-dire que la haute ville Piltover s'est reposée un petit peu plus sur la technologie X, donc la fameuse technologie développée par Jace, va finalement prospérer, mais énormément. C'est-à-dire que ça va devenir une grande plateforme commerciale. On voit bien les intérêts des autres régions de l'univers de LoL à venir sur Piltover, etc., etc. Et elle se distingue pas par une force militaire, hein, cette ville-là. C'est juste une plateforme commerciale et c'est un enjeu stratégique finalement. Et les bas-fonds, à contrario, eh ben, ça va se gangréner de plus en plus. Et ça va vraiment littéralement partir en sucette. C'est dans ce cadre un peu déplorable que l'histoire va commencer, l'intrigue va en fait commencer et c'est là où ça va se développer. Donc toujours avec ces deux histoires qui sont corrélées. Moi, j'ai relevé trois sujets. Ouais, dis-moi. Bah, c'est surtout aussi préciser, alors ça c'est la toile de fond, c'est le contexte géopolitique qui va beaucoup plus nous intéresser. Volontairement, nous ne parlons pas de l'histoire un peu principale qui sont les deux sœurs. Un, pour éviter les spoilers tout simplement, et deux, parce que c'est
intéressant, mais on va pas traiter ça tout de suite. On va d'abord partir sur ça, justement. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, quand j'ai regardé la saison 1 pour la deuxième fois, parce que j'avais vu une première fois en version spectateur de tous les jours, et puis j'ai regardé un peu la deuxième fois en version un peu méta. Alors, je déconseille pour ceux qui adorent l'animation, parce que du coup, moi, j'ai été déçu par la suite de revoir le truc, alors qu'en fait, c'est une très bonne série objectivement. Moi, j'ai trois sujets qui se distinguent pour le coup. Notamment, le tout premier sujet, et je voudrais un petit peu ton avis dessus, c'est le cas de la lutte des classes finalement. Alors, pour recontextualiser pour nos auditeurs, je n'ai pas revu la série, contrairement à toi, Max. Moi, je n'ai vu que le making-of, qui m'a Ouais. déjà pris beaucoup de temps. Moi, je vais vraiment vous parler de mes souvenirs qui datent un peu, hein, parce que j'ai regardé la série quand elle est sortie comme tout le monde. De ce que je m'en souviens de mémoire, la lutte des classes, en fait, ça m'a rappelé étrangement notre pays. Je regardais le truc, putain, Piltover, on dirait vachement Paris en vrai, avec ses, tu vois, ces buildings un peu fonctionnels, mais à la fois beaux et zones. Alors, c'est pas pour jeter la pierre sur certaines banlieues, mais voilà, on aurait dit la banlieue qui craint, quoi, la mauvaise banlieue. Je ne citerai pas de département volontairement. J'ai cru que c'était vraiment des scénaristes de Fortiche qui avaient fait ça et qui se sont inspirés littéralement de notre pays, alors que pas du tout. Ben, effectivement, en fait, c'est ce qui semble ressortir en tout cas de cette série, c'est qu'en fait, on a Piltover, où vraiment c'est la technologie X-Tech, etc., etc. On va y revenir sur la technologie X-Tech. Où en fait, on a l'impression d'un gros clan de privilégiés, avec des costumes qui sont forcément beaucoup plus améliorés, on va dire, beaucoup plus raffinés. Voilà. Et de l'autre côté, on a les bas-fonds où bah, enfin, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, c'est vraiment des gens pauvres. Dans les gens qui sont pas pauvres, bah, en fait, ils vont dans la criminalité justement pour pouvoir tirer leur épingle du jeu. Et qu'en fait, on a cette tension permanente entre Piltover et Zone. Avec tout ce qui se passe de macabre, bah, ça se passe à Zone. Et tout le reste, c'est la société qui met ça sous couverture. Ce qui est très bien illustré par un des personnages d'ailleurs. On met ça sous couvert de bah, ça n'existe pas. Oui, tout à fait. C'était la scène où il y a Jace et Vi, je crois. C'est dans l'un des derniers épisodes où donc Jace, l'inventeur de la technologie X, bah justement, il fait bah non, j'ai jamais voulu ça, etc. Et elle lui hurle que non, on te l'a caché. Genre, ça a toujours été le cas, quoi. Je crois que malheureusement, on voit un enfant. Je ne dirai pas plus pour pas spoiler et pour pas choquer. Alors effectivement, il y a ça, et puis il y a un autre personnage dont on parlera tout à la fin qui a ce moment de réflexion sur ah mais j'avais pas remarqué que. Et ça c'est étonnant. Dans cette lutte des classes, on a aussi ces deux personnes qui vont maintenir le statu quo, donc avant l'ellipse, qui sont Vander, qui est le père adoptif finalement de Powder et Vi, qui en fait va maintenir un statu quo en s'arrangeant avec la responsable des pacifieurs pour maintenir un statu quo et pour faire en sorte que ce soit pas la guerre. Et là, c'est pour moi un parallèle qui est intéressant parce que c'est un peu pour moi une vision actuelle de la société, comme tu disais tout à l'heure. Avec ce côté, ben, on voit bien qu'il y a une division de l'intérêt commun alors que en fait, les deux villes pourraient prospérer parce que c'est des villes jumelées, finalement, et qu'il y a en fait cette opposition, ce gros contraste. On voit que cette tension, elle est là, elle est présente, et qu'il y a des gens qui maintiennent le statu quo entre les deux. Alors, pour le bien commun, etc., mais en attendant... Puis pour éviter aussi des morts et des blessés, hein, il y a ça, hein. Le père adoptif de Vi et Powder, il a déjà fait une révolution et il en était à l'origine. Et comme plein de gens, bah, malheureusement, ont souffert à cause de lui, bah, il a... Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se questionner sur la vision que ça donne de la société, de cet effacement, finalement, de l'intérêt commun. Moi, après, c'est des petites pistes de réflexion, en tout cas, que j'ai développées vis-à-vis de ce truc-là, sur lequel je me suis dit, eh ben, c'est quand même intéressant de voir à quel point on a un parallèle génial dans l'écriture qui a été fait et qui a été mis un peu sous couvert de l'animation. Et voilà, sachant que, bah, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas tant de rapprochement entre l'histoire qui est développée dans chaque biographie de personnage sur l'univers et le scénario qui est le scénario propre à Arcane, finalement. C'est aussi ce qui fait sa force, c'est qu'en fait, Arcane, on n'est pas obligé d'avoir joué à LoL et de connaître les persos pour suivre l'histoire. C'est ça qui est très bien fait.
Et en même temps, l'histoire se suffit en elle-même, rajoute des choses en fait, peut-être même des précisions, voire des designs de personnages. Après, est-ce que voilà, cette intrigue, alors nous on la ressent en tant que Français, mais je pense que les Américains aussi. Les Américains, c'est encore pire que nous. Nous, on est l'un des pays littéralement avec le moins d'inégalités. Alors ça veut pas dire qu'il y en a pas, hein. Il y a des inégalités, mais voilà, on a quand même des choses qui font que le distribué est un peu redistribué, pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Aux États-Unis, c'est bien pire. On le voit souvent dans des œuvres américaines. Donc effectivement, il y a une réflexion autour de ça. Après, je pense que celle-là, c'est peut-être cet aspect-là de l'histoire, c'est peut-être pas celui qui est le plus remarquable, parce que celui qui est le plus remarquable, justement, c'est par rapport à Powder. Powder qui va devenir. Qui va devenir Jinx, finalement. Voilà. Et ça, tu touches le deuxième point, effectivement. C'est la vraie réflexion autour de la maladie mentale et du traumatisme. Évidemment, toi comme moi, on est beaucoup plus sensible à ces sujets-là de par notre profession, Et un voilà, petit peu, dont on oui, n'a jamais parlé encore, mais que ça viendra un jour. peut-être. Peut-être, effectivement. Et là-dessus, on a une vraie réflexion autour de la maladie mentale, du trouble de développement, etc. Sachant que, encore une fois, on répète, on n'est pas psy, on n'est pas, voilà, donc on va pas s'embarquer sur un diagnostic de machin. On n'est pas formé pour. Et puis diagnostiquer un personnage, sachant que on n'est jamais sur des trucs 100% accurate, ce serait compliqué. Voilà. On peut bien mettre ce qu'on veut derrière le diagnostic, mais en tout cas, on a sur un personnage qui, de par un traumatisme d'enfance, va finalement développer une sorte de propension à avoir des hallucinations, à avoir un comportement qui est pas stable, à avoir en fait une personnalité qui est différente. Tu l'as souligné sur la phrase de tout à l'heure, c'est trinquons aux nouvelles nous deux en fait. Voilà, Aux nouvelles nous, aux en fait. nouvelles C'est nous. exactement. Dans la version originale, c'était ça. C'est pour ça que je voulais remettre je voulais voilà, bien refaire la traduction parce que la nouvelle réalité, bon, c'est un peu trop poétique, ce qui arrive souvent malheureusement dans la traduction française. Et surtout, bah, ce traumatisme dont tu parles, il a aussi créé une sorte de, pas de nouvelle personnalité, mais voilà, il y a des hallucinations de son traumatisme dont elle se sent coupable et qui font que bah, elle n'est pas devenue pas celle qu'elle aurait dû être, mais voilà, elle a changé, on va dire. Alors, sachant que à la base du traumatisme, et là, spoiler alerte, tu essayeras de mettre une Ah alerte. oui, oui, gros divulgachage. Ceux qui n'ont pas regardé Arcane, là, on est désolé, on va devoir Ah ouais, on spoiler va justement, parce devoir. que là, ça parle de l'histoire principale. Donc là, si jamais vous n'aviez pas vu, sautez plus loin, allez vers la fin de la vidéo, on parlera d'autre chose. Ou vous arrêtez l'enregistrement maintenant, vous allez voir l'ensemble de la saison 1 et ensuite après vous revenez pour voir l'analyse qu'on en a faite. C'est ça, surtout que voir toute la saison, mais vraiment, vous ne ratez, enfin vraiment, ce serait un gâchis que vous ne l'ayez pas vu et qu'on vous gâche un peu le plaisir. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Bon là on va vraiment spoiler, donc voilà. L'origine du traumatisme de Jinx, est-ce que tu t'en rappelles? De mémoire, son père adoptif part, je crois, gentiment expliquer la politesse à Silco, je crois, qui est le parrain de la pègre. Tous les enfants, on vous a pas précisé, c'est que Vi et Powder ont aussi deux amis, deux meilleurs amis, ils traînent toujours ensemble, c'est un groupe de quatre. Et Powder, comme c'est la plus jeune, c'est un peu toujours celle qui est un peu à l'écart. Et elle en a marre d'être à l'écart, elle veut montrer qu'elle peut faire des choses, qu'elle sait faire des choses, elle veut aider sa grande sœur qu'elle admire plus que tout. C'est une petite inventrice de génie. Malheureusement, elle a inventé une petite bombe avec la technologie X qu'elle a récupérée justement dans le truc d'avant qu'on vous a expliqué. Et malheureusement, ça finit en explosion qui a tué ses deux amis et son père et blessé un peu sa grande sœur. Mais beaucoup plus blessé sa grande sœur d'un point de vue mental que physique, qui la rejette, mais littéralement, qui la rejette en étant très très violente avec une musique qui va très bien et leur père adoptif qui décède. Et Powder se fait recueillir par Silco, qui lui s'en est sorti en vie. Elle a une espèce de nouveau père adoptif qui est le parrain de la pègre. De mémoire, bah, Silco l'influence un peu, malheureusement, de la mauvaise manière. Et en même temps, il y a ce parallèle un peu où Silco bah, s'attache à elle quand même. Donc ça, c'est la partie aussi intéressante de cette histoire, mais on va plutôt se recentrer sur Jinx, justement. Powder n'est plus au moment où elle fait cet accident. Elle devient Jinx. C'est un peu ça, c'est que en fait le trauma, il vient pas tant de la perte des amis. En l'occurrence, il vient du rejet par la seule personne qui est son ancre, qui est Vi, justement. On est dans une phase à ce moment-là qui est
post-traumatique, parce qu'elle a des paroles qui sont extrêmement violentes quand même, et où justement elle l'appelle Jinx à ce moment-là. Jinx, ouais. Oui. Alors en anglais, pour ceux qui sont pas trop à l'aise avec la langue anglaise, en fait, Jinx, c'est un peu ordure, mais dans le sens mauvaise ordure. C'est-à-dire, c'est le truc qu'on n'a pas envie d'avoir. C'est un peu le grain de sable dans le mécanisme. Si je veux garder une traduction un peu littéraire, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça, c'est une malédiction en fait, c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à faire là, quoi. Enfin, et c'est vrai qu'à ce moment-là, elle déploie ce truc-là, ces termes très forts, et en gros, elle l'abandonne, et c'est le rejet qui va créer la phase traumatique, qui va laisser aussi la place au parrain de la pègre de pouvoir récupérer et l'élever différemment. Et Exactement. voilà, Et et qui par se, la v- suite, et qui se voit aussi par les yeux, parce que le Powder a les yeux bleus. Et quand elle devient Jinx, elle a cette espèce de yeux un peu violet, un peu entre le rouge, le violet et le bleu, dans le fond de ses yeux. et après, par la suite, bah, ça va provoquer tout un tas de réactions en chaîne, finalement, psychologiquement. C'est-à-dire que les hallucinations sont littéralement un des symptômes, mais c'est clairement pas tout le symptôme, quoi. Enfin, on va voir qu'elle est complètement déglinguée. Elle a des trous, enfin, elle est délirante, en fait. Et que, elle fait passer son intérêt propre. Si elle tue des alliés, c'est pas grave. Si machin, c'est. Enfin voilà, on est vraiment sur une réflexion aussi autour du traumatisme et de la maladie mentale. Et aussi, par contre, donc il y a effectivement cette maladie mentale, mais il y a aussi la valeur de la loyauté qui a été en fait un peu transférée. C'est-à-dire qu'avant, elle était très loyale à sa sœur, elle était tout le temps là pour elle, et elle est passée à Silco. Mais qui, Silco, à la fois s'en sert pour ses plans, mais en même temps s'attache un peu à elle. Voilà, il y a aussi ce truc-là qui fait que c'est compliqué. C'est pour ça qu'on vous dit qu'on ne fait pas de diagnostic psy, parce que c'est tellement bien écrit que vraiment on peut vous dire c'est ça, c'est ça, c'est ça, quoi. Ouais, bah effectivement, ça fait partie des choses sur lesquelles ça aurait été trop compliqué. J'aurais vraiment aimé avoir l'avis d'un psychologue sur le sujet pour savoir un petit peu ce qu'il pourrait dire en termes de diagnostic psychopathologique sur ça. Malheureusement, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé pas mal de petites choses sur YouTube, etc., mais pas de base, enfin pas de base clinique, psychoclinique. Donc du coup, j'ai pas été chercher plus loin que ça. Moi, j'ai regardé un peu de mon côté, j'ai pas trouvé quelque chose de très accurate non plus. Donc voilà, là pour l'instant, je peux pas citer de créateur justement de contenu parce que j'ai pas trouvé des choses hyper intéressantes sur ce sujet-là qui pourraient être suffisamment précises en Et tout cas. d'ailleurs, dans le développement intéressant qu'il y a de Jinx, parce que du coup Powder disparaît à la fin et devient Jinx, comme on est dans les spoilers, on va jusqu'au bout, hein, on en profite, hein, Max et moi. Mais en gros, à la fin, de mémoire, tu me trompes, enfin tu me diras si je me trompe, mais je crois de mémoire à la fin, Silco est mort, je crois, de mémoire, je sais plus. Jinx, enfin Powder est devant un choix entre enfin rejoindre sa sœur et redevenir la gentille Powder, ou être véritablement Jinx et continuer le combat de Silco, parce que Silco veut vraiment montrer à la ville de quoi ils sont capables et renverser l'échiquier, mais quitte à quitte à faire les pires choses. Et le choix, c'est qu'elle devient Jinx, et que littéralement, elle envoie un missile, alors un missile qui va tuer les nantis de la ville, on suppose. En fait, la série On finit suppose, là-dessus. parce que la On série suppose. s'arrête avant. Parce que la série s'arrête véritablement au moment où le missile arrive sur le verre qui se brise. Très très belle image d'ailleurs. De mémoire, un ami m'a expliqué qu'un joueur de LoL, en fait, la capacité spéciale de Jinx, c'est ce grand missile qu'elle lance, mais plus le missile est lancé loin, et plus il fait de dégâts. Donc là, vu la distance à laquelle c'était envoyé, du bas-fond jusqu'à la haute ville, bon, on laisse imaginer les dégâts. On verra dans la saison 2. Moi, ce que j'aime bien, si tu veux, c'est que les erreurs se répètent. C'est-à-dire que quand les filles étaient petites, il y a eu une révolution. Silco, il a tenté de renverser un truc, ça s'est arrêté presque, mais avec des conséquences. Et là, Jinx relance le combat et refait un truc. Tu vois, comme s'il y avait une transmission, comme si les erreurs, enfin pas les erreurs, mais comme si, si un peu ça, si un peu les erreurs se répétaient de tuerie, de révolution, de machin. C'est-à-dire que même la tension qui est repoussée par le statu quo, maintenant on reste comme ça parce que c'est mieux que des victimes, mais en fait, les erreurs se répètent et ça se refait, ça se refait, ça se refait. Mais il n'y a pas que ça en termes d'erreurs qui se répètent. Ben justement, ça va au-delà de ça. C'est que, comme tu le soulignes, il y a beaucoup de prévention dans ce domaine-là. Et puis, ça rejoint un peu la philosophie qu'on a d'apprendre l'histoire
du monde aujourd'hui, de jamais refaire les mêmes erreurs. Et quelque part, c'est aussi le fait d'avoir une crainte de refaire les mêmes erreurs qui nous ramène à les refaire, exactement sous d'autres réticules. Pourquoi on dit ça? Parce que, en fait, dans cet aspect-là, la série, elle est assez. Enfin, elle montre notamment un truc qui est beaucoup plus mis en avant sur refaire les erreurs. Notamment, il y a un personnage qui s'appelle Heimerdinger, qui est un Yordle. C'est une sorte de petit écureuil qui sait parler, qui est quasi immortel, etc., etc. Et à un moment donné, Ah il oui, a une c'est le petit réflexion. vieux. C'est le petit vieux avec les C'est cheveux ça, blancs, là. c'est le petit vieux avec les cheveux blancs, avec les lunettes et le scientifique. Là où c'est hyper intéressant, c'est que concrètement, ce Yordle-là, c'est le mentor de Jace. Il prend une position intéressante parce qu'il a vu des siècles et des siècles défiler, etc. Et à un moment donné, quand il découvre que Jace est en train de travailler sur la Hextech, il prend la position de lui dire non, non, stop, on arrête les recherches, ça tu abandonnes parce que c'est dangereux. Et puis à un moment donné, il commence à examiner un petit peu l'Hextech, non stabilisé au début. Et il dit non seulement c'est dangereux, mais en plus, plus l'histoire continue, plus on remarque que la Hextech, c'est en fait une magie qui est mise sous forme de technologie. Ouais, Et entre donc, science et magie, quoi. c'est ça. Et en fait, à ce moment-là, Heimerdinger, la réaction du personnage, c'est de dire non, non, mais on a fait l'erreur une fois, on la refera pas. Et il y a même un tableau, je ne sais pas si tu t'en souviens, d'une sorte de mage qui vole au-dessus des ruines. Qui Voilà. vole au-dessus des ruines, et je crois qu'il y a un cercle bleu en bas, ce qui rappelle beaucoup le cercle de Hex, justement, qui est dedans. Et je crois qu'au début, Jace, il veut écouter Heimerdinger et pas le reproduire, mais il y a un personnage, alors secondaire, mais qui est important, qui est un jeune assistant qui est malade, qui vient des bas-fonds, je crois, et qui, lui, veut vraiment avancer, parce que lui, il voit le fait de se soigner, et surtout d'aider les gens, en fait, d'aider ceux qui sont comme lui. Et je crois qu'il insiste un petit peu trop, qu'il influence Jace, qui au final prend Heimerdinger un peu à contre-pied et va voir directement les nantis en leur parlant des opportunités commerciales, de ce que ça peut amener. Et du coup, ils votent tous oui, sauf Heimerdinger qui dit non. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'Heimerdinger, on dirait... Enfin, tu me diras ce que tu en penses. Pour moi, c'est l'histoire avec un grand H sous forme de personnage. Oui, c'est un peu, je pense, ce qui avait été voulu par les scénaristes. D'autant plus que le personnage d'Heimerdinger, normalement, dans le lore de Riot, c'est un personnage qui pousse ses inventions jusqu'au maximum du maximum du maximum. Et là, il prend un peu le contre-pied. C'est-à-dire qu'il sent qu'il y a un danger et qu'il fait oh non, 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 mais ça, on va pas aller le chercher. Et à chaque fois que la technologie arrive à un stade un peu abouti et qui pourrait, en tout cas, apporter du positif, c'est lui le garde-fou qui dit non, 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 mais il faut pas y aller, il faut pas y aller, il faut pas y aller. Et à ce moment-là, on se dit que lui, il sait un truc que personne ne sait. Donc ça sera peut-être dans les projections de la saison 2, on verra bien ce qui se passe. On Mais verra bien, parce que moi, Heimerdinger, j'ai une théorie sur lui. Parce que de mémoire, à la fin, il est plus dans la haute ville. Parce en fait, à un moment, je crois de mémoire, il se cache, il met une petite capuche, puis il va voir il va voir Zone, parce que justement, il a entendu qu'il y avait des mauvais bails qui se passaient. Et je crois qu'à la fin, il finit dans l'arbre, dans l'arbre de Echo, je crois, qui s'appelle le personnage. Et il travaille avec, il a l'air de vouloir travailler avec lui, à faire des plans qui, lui, a l'air de maîtriser une espèce de magie du temps. On le voit, en fait, c'est lui qui a l'espèce de chronomètre avec la scène super stylée où il arrive à arrêter le temps et où il arrive à arrêter Jinx d'ailleurs. bon, ça, c'est une grande question. C'est vrai que ça dépend de. Mais en tout cas, c'est censé être un savant fou et que là, il prend en fait le rôle de garde-fou. Et c'est un peu rigolo de voir ça. C'est que. Et là, tu vois, tu as fait allusion à la scène où il est avec la capuche et qui descend dans les bas-fonds. C'est en fait ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est le personnage qui arrive dans la lutte des classes à comprendre, à mettre en valeur que, ah ouais, mais en fait, ça se passe pas bien. À ce moment-là, dans cette scène-là, on voit cette lutte des classes qui est bien installée en mode, bah oui, mais en fait, Heimerdinger, c'est littéralement le nanti qui descend de sa tour d'ivoire pour aller voir ce qui se passe réellement en bas de sa rue. Quand il voit ce qui se passe, il choisit de rester dans les bas-fonds
et de, en fait, alors, ça se trouve, il y a peut-être, je sais pas, permettre à Zone d'avoir d'autres technologies, d'éduquer peut-être la masse populaire, on ne sait pas, on verra bien. D'ailleurs, justement, on va peut-être, parce qu'on vous a parlé de nos analyses, des idées, on vous a parlé de comment était créé Arcane saison 1. Maintenant, on va faire nos hypothèses, la spéculation d'Arcane saison 2. Mine de rien, parce qu'on a un peu fait le tour. Ouais, bah ouais, ça va être ça, hein, de toute façon. Peut-être. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est quoi ton ressenti sur... Alors, sachant qu'on n'a pas vu on n'a pas du tout voulu Oui, se spoiler et qu'on n'a pas du tout regardé c'est les ça. trailers Ouais, de moi, la le seul saison spoil 2. que j'ai suivi, c'est quand j'ai recherché la date de sortie d'Arcane, parce qu'on s'en souvenait plus trop, et j'ai vu 2 photos, malheureusement. Mais j'ai vu que ça. J'ai pas vu le trailer. Juste pour nos auditeurs, pour expliquer. Alors, toi, Max, je sais pas. Moi, j'évite maintenant les spoilers depuis plusieurs années parce que souvent, ça me gâche le plaisir. Ça me gâche le plaisir de la découverte. Et en plus, souvent, bah, c'est là où on voit les meilleures scènes, elles sont dedans, on voit les meilleurs trucs, et du coup, ça gâche un peu le waouh, quoi. Le waouh du cinéma ou de sa télé chez soi. Toi, je sais pas, Max, sur le trailer, pourquoi tu l'as pas vu? Bah non, alors c'est aussi parce que je voulais pas trop aller chercher le trailer, je voulais garder un peu mes hypothèses au début, voir un peu ce que ça pourrait donner, etc. et pas me faire influencer. Parce que moi, j'ai des espoirs de voir certaines choses et d'avoir certaines réponses dans la saison 2. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que comme c'est censé être la dernière saison sur ce cycle-là et sur le cycle, donc Piltover, ou en tout cas sur ce cycle Vi Jinx, je veux avoir des réponses et je vais voir si ces trucs-là, et je voulais pas me spoiler à regarder la bande-annonce et à me dire, eh ben, en fait, ça y est, j'ai déjà des réponses de la bande-annonce, donc je regarderai pas la saison 2, quoi. Hmm. Voilà. Bon, bah, commence par tes hypothèses, Max, on verra si on a les mêmes. Alors, pour le coup, on s'est rien dit, Euh, hein. vi- Messieurs, dames, auditeurs, auditrices, on s'est pas dit nos hypothèses, on va les découvrir en même temps, hein. Ouais, ah ouais, ça fait partie des petites choses sur lesquelles on s'est laissé la surprise. Moi, je pense que la partie des nantis sur la dernière scène ne va pas mourir. En conséquence, notamment la technologie X. Je pense qu'il y a un monde où il y a quelque chose qui était là pour assurer la sécurité supplémentaire, d'une manière supplémentaire. Je ne sais pas encore quoi, mais en fait, dans la saison 1, tu le vois commencer à faire son arme, qui est un marteau. Il a commencé à militariser la partie X-Tech, on va dire. À partir de ce moment-là, j'estime que déjà, cette partie-là, cette dernière scène, aussi belle qu'elle soit, pour moi, elle n'est pas encore... Enfin, il n'y aura pas de mort vis-à-vis de ces nantis. Il y a aussi un personnage dont on n'a pas parlé, qui est la personne qui a... Comment dire? La famille, tu sais, qui a sponsorisé un peu le Jace et les recherches de Jace dans l'ombre. On a notamment la mère de la personne avec qui Jace se met en couple, etc. Voilà. Oui, qui est une des nantis qui dirige la ville, de mémoire, mais elle qui ne va pas du même continent. Ils viennent d'une autre ville. Ils viennent pas de Piltover, ils viennent d'une ville au nord, je crois, mais je C'est sais plus le nom. exactement ça. Et je pense que déjà, il va y avoir un intérêt à suivre cette histoire-là qui peut paraître vraiment très parcellaire, très... Voilà. Parce que moi, je pense que ça va avoir une conséquence géopolitique. C'est-à-dire que là, on est sur une agression qui porte sur notamment la fille de cette reine guerrière, un petit peu. Et je me dis, petite invasion de zone, là, par cette particularité en disant, écoutez, vous n'avez pas les forces militaires, nous on les a, on envahit zone et vous nous filez l'extech. Je pense qu'il peut y avoir un carnage. Voilà. Après, on a ce côté, tu sais, l'opposition de l'AXTech et de l'ingénierie chimique, en fait, développée par Scylla et Oui, c'est ça, compagnie. qui est dans Zone. Par, par Scylla. Oui. C'est Silco. Par Silco. Oui, si, c'est Scylla, je crois. Ouais, Enfin, c'est Silco, mais je crois que l'organisation s'appelle Scylla. voilà. Oh, je sais plus. Je sais Et plus, là, hein. là-dessus, il y a une opposition très claire aussi, et ça peut être intéressant de voir ce que ça va donner. Faut voir. Ce qui était bien dans la saison 1, c'est qu'ils ont vraiment réussi à mêler cet aspect géopolitique avec conséquence et l'histoire principale tournée autour des personnages dont on a déjà parlé. Moi, je t'avoue, niveau géopolitique, j'ai pas trop vu ça. Enfin, c'est pas trop ce que j'ai imaginé. Moi, j'imagine plus la relation entre les persos principaux, donc notamment Vi, Jinx
Et aussi, alors il y a une garde, je sais plus le nom, hein, une garde où elles tombent amoureuses toutes les deux, Vi et elle, qui elle vient d'en haut, qui est une garde de la ville, voilà, qui a pas du tout le même statut social que Vi, qui l'appelle tout le temps le cupcake, je crois, de mémoire. Mais je suis pas d'accord avec toi, je pense que le missile va faire des morts. Pourquoi? Dans le conseil de la ville, il y a certes donc celle avec qui sort Jace, qui est la fille de machin de bidule. Il y a aussi la mère de la petite amie de Vi. Mm. De Mel, mémoire. De Mel. mémoire, c'est ça. Et je pense que ces deux personnages vont mourir. Peut-être pas tous, ou alors peut-être que tous vont mourir sauf Oui, Jace. c'est vrai. Moi, c'est plutôt mon avis. Pourquoi? Si jamais il n'y a pas de mort, ça veut dire que le geste de Jinx n'aura servi à rien. Ce qui, d'un point de vue scénaristique, je trouve, ne serait pas intéressant. Par contre, étant donné que c'est Jinx qui a tué la mère de la petite amie de Vi, elle va vouloir se venger, tuer Jinx, normal. Et Vi va être à nouveau tiraillée entre est-ce qu'elle essaie vraiment de sauver celle qui a peut-être fait l'irréparable, ou essayer de sauver la femme qu'elle aime, parce que voilà. Donc je pense qu'il va y avoir un truc très intéressant sur ça. Je sais pas si genre il y aurait une dark end où les deux meurent et que Vi devienne, je sais pas, une espèce de dark vie et que elle décide de tout détruire, comme ça au moins tout repart sur des mêmes bases. Un peu à la LOL où en fait faut détruire le cristaux adverse avant l'autre. Et Jace, je pense aussi, fera partie de l'affrontement, sachant que, et là donc c'est la petite révélation que je voulais faire, c'est que dans le premier épisode non diffusé, le pilote de Fortiche, celui qui a failli faire arrêter toute la série, eh bien, Jace et Vi s'affronter à la base. Parce que c'est apparemment des persos très populaires. Donc je pense qu'il y aurait aussi peut-être un affrontement entre Vi qui repartirait dans les bas-fonds pour essayer de sauver sa sœur ou quoi que ce soit, et Jace qui, lui, à l'inverse, prendrait le parti de ok, j'ai déjà essayé d'assez les aider, mais ils sont irrécupérables, donc allez, tant pis, on va pas les raser, mais en gros, voilà quoi, on va. Voilà, moi je pars sur ça dans le sens, autant dans la première saison c'était assez gris et la seule qui fait un vrai choix et qui devient extrémiste c'est Jinx, littéralement, c'est la seule, hein. Et tous les autres persos en fait restent un peu sur la même position d'avant, au final, même s'ils évoluent un petit peu, mais ils ont pas de vraie radicalisation, on va dire. Donc là je pense qu'il y en aura beaucoup plus après cet attentat. Alors, je vais m'inscrire un tout petit peu en faux, juste vis-à-vis de la personnalité de Jace. La personnalité de Jace, si tu as remarqué dans la saison 1, il n'a pas cette conscience-là. Il fait des choses débiles à chaque fois, mais en partant d'une bonne intention. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une once d'idée chez lui où il se dit ce que je vais faire, ça va mal tourner. À aucun moment. Et c'est ce que lui reproche Heimerdinger, par ailleurs, de pas comprendre la portée de ses actes et de pas comprendre que là, en fait, il est en train de. Voilà. Il fait ça parce que il a été sauvé, parce que la magie, il a déjà été en contact avec, et donc du coup, il va aller dans son truc en se disant de toute façon, ça n'apportera que du positif. Et sauf qu'en fait, il a un peu la réflexion naïve de Candide, sans penser que ça pourrait être mal tourné. Et à chaque fois, il prend des baffes. Et je me dis que je ne le vois pas partir en Dark Run, parce que justement, pour moi, il est trop optimiste. Ce sera notre point de discorde parce que moi je pense que s'il perd la fille qu'il aime et qu'il a aidé à faire tout ce qu'il a fait, et pour le coup il l'aime réellement comme un Candide, comme quelqu'un de naïf, je pense qu'il perdra sa naïveté. Et souvent quand quelqu'un perd sa naïveté, alors je parle dans l'écriture de manière générale mais aussi un peu dans la vraie vie, mais en fait souvent ça devient quelqu'un de très 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 méchant, pas méchant dans le sens là, mais quelqu'un de radicalement opposé. Parce que justement, il a été trop naïf, donc il ne veut plus du tout l'être, donc il devient trop, je vais dire pragmatique, mais c'est pas le bon terme, trop machin. Mais ce sera notre point de mésentente, et de toute façon, Ouais, dans un mois, nous aurons la réponse de savoir si nous avons raison. bah c'est un peu ça. Et oui, et chers auditeurs, auditrices, si vous aussi vous avez des théories, des spéculations, comme nous, et bien n'hésitez pas hein, à le mettre en commentaire, comme ça on vous lira avec plaisir. Max, un dernier mot pour la D'ailleurs, fin? ouais, Quoi? bah alors on va faire une toute petite précision vis-à-vis des épisodes du podcast. Aujourd'hui, ils sont disponibles sur Spotify, Deezer et sur YouTube.
Donc si jamais vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un espace, un message dans les commentaires, notamment vos théories sur Arcane saison 2. Voilà, ça c'est pour le petit instant promo, tu vois, parce qu'on ne peut pas juste dire on est sur Spotify, on est sur Deezer, et voilà. Ça me paraissait intéressant de repréciser qu'on est sur YouTube. Tout à fait. Et à l'inverse, ceux qui sont sur YouTube, eh bien, n'hésitez pas, si jamais vous préférez, comme on n'est que en audio, partir sur Deezer ou Spotify, c'est peut-être plus facile pour vous, pour nous écouter chaque semaine. Moi, Voilà. personnellement, j'ai fini. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à rajouter encore, Max. Non, bah écoute, sur Arcane, je pense qu'on a bien développé le sujet, qu'on a bien été chercher des théories, qu'on a bien vu un peu comment ça fonctionnait le studio et les écarts en tout cas de scénario. Moi, je suis plutôt content de cet épisode, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, moi, j'aime bien. Pour une fois, on parle d'un sujet un peu plus léger ou pas comique. On parle d'une fiction, donc ça va. Et en plus, on fait des spéculations sur ce qui peut arriver plus tard. Et je pense qu'on va pouvoir vous dire, du coup, chers auditeurs et auditrices, à la prochaine. À bientôt.